Renault.fr. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. C'est l'heure d'Esprit Libre avec Routel Krief, éditorialiste à LCI, et le directeur de l'opinion, Nicolas Béthou. Bienvenue à tous les deux. Merci. Bonjour Nicolas, bonjour David. Alors je cite l'opinion, je ne peux pas ne pas citer cette une coup de poing. Antisémitisme, le nouveau maccarthisme, c'est bien ça, hein, Nicolas ? C'est bien ça. Qui fait réagir, évidemment, avec cette affaire à la Sorbonne, dans une université française, la Sorbonne. Grande université. Bah oui, mai 68, le temple des idées larges, du progrès, du débat intellectuel, de la liberté, évidemment. Et un étudiant de première année, on peut pas dire que ce soit les meilleurs, hein, vu le niveau qui baisse, qui crée cette boucle WhatsApp avec ce sondage pour ou contre les Juifs. Sondage qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais quand même un sondage envoyé à 250 camarades, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose d'un peu décomplexé et tout à fait effrayant, Routel Krief. En fait, on pourrait en rire si c'était pas tragique. Moi, je pense vraiment à tous les jeunes Français juifs et à tous les jeunes Français qui sont face à cette vague qui nous, dans une certaine génération, nous rappelle évidemment, ça nous évoque toute une période, on en a lu, entendu, des récits, des livres, et on se dit tiens, les années 30 reviennent, et c'est terrible, mais pour tous ces jeunes, c'est juste la première expérience de se cacher, d'avoir honte, d'essayer de pas dire son nom, ou au contraire, de se battre, physiquement presque parfois, et d'être absolument stupéfait de cette confusion immonde entre eux, très clairement, le gouvernement Netanyahou et les Français juifs. Donc il y a un drame terrible, parce que le papier est excellent de l'opinion, parce qu'il raconte cette affaire terrible, mais il y a aussi toutes les autres de ces derniers jours qui sont incroyables. La Volta interrompue, le boycott d'un colloque au musée d'art juif sur les juifs au Moyen-Âge, boycott par des grands universitaires, etc., etc. Et donc, vraiment... il ne faut pas seulement être accablé, il faut essayer de réagir. Nicolas Béthou. Ce qu'on a voulu dire avec ce titre, le maccarthisme, c'est que cet antisémitisme n'est plus seulement l'antisémitisme de quelques-uns ou de groupes politiques, c'est un antisémitisme qui touche maintenant des éléments essentiels de la société, des associations, des universités, des orchestres, enfin bref, des éléments qui sont structurants de la vie d'un pays moderne. Avec sommation. Avec des sommations. Et donc, ce qui est très important dans le maccarthisme, c'est comment est-ce qu'un pays, en l'occurrence démocratique, c'était les États-Unis, se mobilise contre le communisme en chassant ceux qui pensent communistes et en les sortant de toutes les activités qui pouvaient être publiques, à la fois les activités politiques, les activités qui donnaient lieu à une exposition publique comme le cinéma. On parlera de Robert Redford tout à l'heure, mais cette période a été une période noire pour les États-Unis. Et ce qu'on sent dans l'antisémitisme tel qu'il est en train de gagner la France, mais d'autres pays aussi, en Europe, c'est à quel point des organisations professionnelles, des universités, des spectacles excluent des Israéliens parce qu'ils sont juifs et parce qu'ils menacent, au fond, de donner une mauvaise image du spectacle ou de nuire à la qualité commerciale du spectacle. La grande tarte à la crème argumentaire de ceux qui veulent exclure ou de ceux qui disent « déterminez-vous en faveur des victimes palestiniennes ». Une injonction à l'autocritique, à la stalinienne un peu. Alors vous parlez de Staline, la grande tarte à la crème, c'est de dire « mais regardez, vous avez exclu les chefs d'orchestre russes, vous avez exclu les artistes russes, les sportifs russes de certaines compétitions, pourquoi ne faites-vous pas pareil avec les Israéliens ?» et là, la jeunesse est très sensible à ce type d'arguments qui sont un peu rapides et sans nuance. Alors, d'une part, Nicolas explique très bien cette exclusion des Israéliens, mais il y a déjà, c'est absolument inadmissible, mais par ailleurs, c'est aussi des Français juifs, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il y a en plus une confusion absolument inacceptable et terrible. Je voulais le préciser. Par ailleurs, je suis désolée, mais la société israélienne, elle est extrêmement vivante et résistante à ce qui se passe. Bien sûr. Tous les jours,
il y a des récits, mais pas suffisamment. À la fois, il faut se plonger dans le traumatisme du 7 octobre et les récits des otages qui marquent au fer rouge toute une société, et en même temps, aujourd'hui, il y a une résistance et un combat politique avec des intellectuels, des dirigeants politiques qui ne s'arrête pas malgré l'horreur et qui critique de façon extrêmement violente Netanyahou et ses amis suprémacistes d'extrême droite. Est-ce qu'ils sont plus violents que notre extrême gauche? Probablement. Non, alors non, mais je peux vous dire qu'il y a des... Ce ne sont pas des agneaux, disons. Non, bien sûr, parce qu'il y a des manifestations qui sont réprimées au canon à eau, et où les manifestants contre Netanyahou vont sur les routes tout autour pour protester. Donc c'est une société qui résiste. On va parler politique avec la surenchère socialiste. On est quand même dans ce sujet, avec un Olivier Faure qui réclame des drapeaux au fronton des mairies pour célébrer la reconnaissance à l'ONU par la France de l'État de Palestine. Comment voyez-vous en ce moment la stratégie, comment la percevez-vous, Nicolas Béthou, la stratégie du Parti socialiste? Non seulement sur cette affaire de drapeau, mais plus précisément sur la question fiscale. Alors, sur ces deux sujets, la stratégie du Parti socialiste est à gauche toute. Et elle est au fond en contradiction, c'est une des grandes interrogations et un des grands malaises que suscite le Parti socialiste en ce moment. Cette situation à gauche toute est en contradiction absolue avec la manière dont le Parti socialiste espère entrer dans le gouvernement, en tout cas à faire passer ses idées au sein du gouvernement. Le Premier ministre reçoit aujourd'hui les têtes couronnées du Parti socialiste qui vont venir avec leur petit cabas plein de mesures fiscales, plein de mesures sur la réforme des retraites, plein de mesures sur tout ce qui, au fond, empêche la France d'avoir une chance de revenir dans les clous en matière de budget, et en particulier plein de mesures qui réduisent les économies qui avaient été prévues par le Premier ministre précédent, François Bayrou. Donc la stratégie est très étrange, puisque c'est en gros tout ce qui peut s'afficher à gauche toute vient contredire la capacité du Parti socialiste à obtenir quelque chose dans la négociation avec Sébastien Lecornu. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans cette affaire, c'est que plus le temps passe, plus il semble que les voies et moyens d'un Sébastien Lecornu d'obtenir non pas une majorité, mais une abstention, bienveillante, à la fois de la gauche, le Parti socialiste, et de la droite, les Républicains, cette perspective s'amenuise de jour en jour. Je ne vois pas comment il rassemble, comme disait un de ses confrères, un de ses prédécesseurs, les deux bouts de l'omelette. Routel Krief, il y a un certain pessimisme sur cette capacité à faire un gouvernement qui tienne, un gouvernement viable, et notamment qui puisse faire passer son budget. Et Jean-Pierre Raffarin, qui était l'invité de la matinale, n'en pensait pas moins non plus. Si on a un PS qui dit à gauche toute et un gouvernement qui court après le PS, il y a un vrai problème. Alors, au PS, on dit une chose, on dit il faut que ça fasse très mal. Il faut que ça fasse très mal, pas vraiment à Sébastien Lecornu, mais à Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment un trophée. Ils veulent, par exemple, la suspension de la réforme des retraites. Ils veulent... Enfin, pas par exemple, ils veulent et la suspension de la réforme des retraites et la taxation des plus riches. Zuckman ou pas Zuckman, c'est une autre histoire, on verra, mais Zuckman à cette heure-ci, et d'autres mesures, et la suppression d'un certain nombre de mesures qui sont dans le budget Bayrou. C'est assez terrible, parce que quand on regarde juste au passage, par exemple, l'impôt sur les grandes fortunes de Mitterrand en 81, il n'était pas du tout la taxe Zuckman. Il n'y avait pas l'outil professionnel, par exemple. Mais tout ça, cette gauche-là, même celle de Mitterrand de 81, pas celle de 83, elle était plus business-friendly que celle d'aujourd'hui. C'est quand même assez terrible. En revanche... l'enjeu va être, est-ce que Sébastien Lecornu acceptera, et surtout, est-ce qu'il arrivera à convaincre Emmanuel Macron de céder sur quelque chose d'assez existentiel, sur une forme d'ADN du macronisme
pour donner ce trophée et pour durer. Il est possible que ce soit pas le cas, mais ça n'est pas impossible. De réflexion, j'imagine que chacun, en vous entendant Ruth dire il faut que ça fasse mal, dit le Parti socialiste, chacun mesure à quel point la politique est tombée bas. Bien sûr. Et à quel point le rapport de force est devenu une espèce de combat personnel dirigé contre quelqu'un qu'on déteste, en l'occurrence pour les socialistes, le président de la République. Les socialistes ont aussi besoin de s'affirmer par rapport à LFI. Donc oui, mais on ne s'affirme pas en ressemblant. C'est ça, mais dans la trophée. Non, mais on ne s'affirme pas en ressemblant. Oui, mais ils ont une base électorale, il y a les municipales, etc. Au fond, on en reparlera sûrement une autre fois, mais les municipales sont une des clés des compréhensions de tout ça. Mais on ne s'affirme pas en ressemblant, et donc je pense que cette phrase, il faut que ça leur fasse mal, qu'on a entendue tous les deux dans la bouche de plusieurs négociateurs, est absolument tragique. La deuxième réflexion que je voulais faire, c'est que aujourd'hui, le président de la République est formidablement affaibli. S'il cède sur ces derniers éléments qui sont les symboles, les piliers du début de ce qu'a été le macronisme, alors il ne restera plus grand-chose. Un dernier mot sur le mouvement social. Demain, la mobilisation de la semaine dernière, on est à 150, 175 000 personnes autour de Bloquons Tout. Demain, les centrales syndicales s'en mêlent, elles sont très remontées, elles veulent faire presque aussi bien que les manifestations contre la réforme des retraites. Ça aussi, ça peut faire mal au président, ou au contraire, ça peut recanaliser le débat politique et le restructurer. Moi, je préfère sans aucune hésitation le mouvement de demain à celui du 10 septembre ou à celui des Gilets jaunes, etc. C'est-à-dire que je pense que je fais confiance aux syndicats pour contrôler des slogans et un discours qui soit non pas audible, mais en tout cas représentatif de leurs adhérents. Après, sur le fond, voilà, c'est contraire, honnêtement, c'est contraire à la lutte contre l'endettement de la France, il n'y a pas de doute. Je pense que ça ne changera rien. Du tout. Rien. C'est un exercice imposé, c'est une figure classique. Il y aura du monde, il y aura des casseurs, mais il y aura beaucoup de gens qui seront calmes, qui manifesteront. Il y aura beaucoup de grévistes dans les services publics, beaucoup de grévistes dans les entreprises publiques, mais ça ne changera rien. Merci à tous les deux. Je vous dis à la semaine prochaine. Route. En préparant l'émission, vous m'avez dit hier, moi, mon film préféré de Robert Redford, c'est Nos plus belles années. Et vous, Nicolas Bessier? Et moi, c'est un film qui est pas très connu, injustement, qui s'appelle All is Lost. Tout est perdu, où on a pendant 2 heures un seul acteur, Robert Redford, qui ne dit pas un mot et qui joue un homme perdu sur un voilier qui fait naufrage. C'est un film exceptionnel. On va faire plaisir à Ruth. On va Jeremiah Johnson, j'ai dit aussi. On va écouter la musique de Nos plus belles années, ma chère Ruth, et on se quitte avec elle, interprétée évidemment par la divine